pour commencer, est-ce que ici, tout le monde connaît l'entreprise France Télécom? Tout le monde sait... oui, mais... Parce que pour beaucoup de gens, aujourd'hui, ça n'existe plus, c'est Orange. Et donc France Télécom, ça pourrait être de l'histoire ancienne. Ma fille, par exemple, qui a 16 ans, ne connaît pas France Télécom. Enfin, elle le connaît parce que son père était au procès et pas là pendant 2 mois et demi, ou quand il était là, pas très présent. Mais avant, elle connaissait pas du tout France Télécom. Elle connaissait que les opérateurs qu'on connaît aujourd'hui, et elle connaissait pas du tout cette entreprise. Donc France Télécom, c'est vrai qu'à Lannion, j'imagine que c'est une entreprise qui est plus connue que dans d'autres endroits, même si parfois l'histoire elle a du mal à se perpétuer, et notamment l'histoire du mouvement ouvrier. C'est pas forcément celle qu'on apprend dans les écoles, c'est pas celle qu'on apprend c'est une histoire qu'on apprend quand il y a des gens autour de vous qui vous la racontent, et il y a des livres qui vous la racontent. D'où d'ailleurs l'importance de ce livre. L'idée, c'est pouvoir aussi garder des traces de ce qui s'est passé et de ce qui a eu lieu dans cette entreprise. Alors, je ne vais pas raconter l'histoire de France Télécom depuis son tout début, parce que sinon on en aurait pour plusieurs heures, et puis que c'est pas l'objet de la soirée. Mais quand même quelques éléments d'histoire qui sont importants, qu'on a d'ailleurs repris via un article à l'intérieur du livre de Patrick Ackerman, qui raconte un peu plus en détail que ce que je vais le faire ce soir, l'histoire de ce qui s'est passé dans cette entreprise et les différents moments qui ont conduit au drame des années 2006 à 2009. La première date qui est importante, c'est la date de 1990, avec le transfert de France Télécom, qui devient à ce moment-là un établissement de droit public. C'est ce qui va permettre, quelques années plus tard, parce que quand il y a des décisions de ce type, c'est toujours présenté sur des modalités techniques, c'est présenté sur des obligations réglementaires, européennes, etc. Mais il y a toujours des fins, et ce n'est jamais que des moyens. Et donc ce transfert vers un établissement de droit public, c'est ça qui va permettre, quelques années plus tard, en 1997, l'ouverture du capital de France Télécom, qui était jusqu'à présent détenu à 100% par l'État. L'ouverture du capital, et donc l'ouverture du capital, c'est un mot un peu joli pour dire le début d'une privatisation et le début d'une ère où cette entreprise, comme les autres entreprises, rentre sur le marché. Et donc, en étant sur le marché, forcément, il y a des actionnaires. Et quand il y a des actionnaires, il faut qu'il y ait des dividendes. Parce que c'est un peu ça le principe de l'actionnaire. Il n'est pas là tellement pour permettre à l'entreprise de se développer et de se construire. Il est surtout là parce que ce qui l'intéresse, c'est d'avoir des dividendes et de faire du profit. Dans cette période d'ouverture du capital, il y a un premier personnage qu'il faut quand même citer, parce que il est un personnage important dans cette histoire, même si lui n'était pas à la barre des accusés. On peut regretter d'ailleurs qu'il n'ait pas été à la barre des accusés. C'est un PDG qui va diriger France Télécom pendant un septennat. J'ai rarement connu un PDG qui portait aussi mal son nom. Dans cette période, on en parlait tout à l'heure au repas, on n'arrête pas de nous parler et nous bassiner sur le fait qu'il faut être bienveillant. Lui s'appelait Bon, Michel Bon. Et donc c'est lui qui va diriger l'entreprise de 1995 à 2002. C'est lui qui va notamment faire l'acquisition d'une société de téléphonie en Grande-Bretagne, merci, qui s'appelle Orange. Et c'est lui qui va développer, en tout cas essayer de développer et de multiplier les acquisitions, les investissements, enfin investissements entre guillemets, en tout cas qui va commencer à entraîner de manière forte
la mutation au sein de désormais l'entreprise France Télécom pour la transformer en un outil capitaliste et qui va de ce fait, comme tout outil capitaliste qui se veut, faire de la dette, parce que c'est comme ça qu'après, quand il y a de la dette, ça justifie après toutes les choses qu'on peut mettre en place, les plans sociaux, les suppressions d'emplois, les restructurations, etc. C'est toujours parce qu'il y a de la dette. C'est pareil dans les entreprises qu'avec l'État. Et dans cette période où Michel Bon est PDG, déjà à l'époque, il y a déjà des signaux d'alerte importants sur ce que vivent et subissent les salariés au sein de l'entreprise. Il y a des rapports sénatoriaux, notamment, qui s'inquiètent du fait qu'il y a déjà à l'époque des suicides, des tentatives de suicide, des gens qui sont en dépression, des gens qui se sentent pas bien. Mais c'est pas grave, ça continue comme ça. Après Michel Bon, il y a un nouveau personnage. Là aussi, c'est pas quelqu'un qui nous est complètement inconnu. On en entend parler régulièrement en ce moment, puisqu'il a continué son bonhomme de chemin. C'est Thierry Breton. Thierry Breton, le soi-disant créateur et initiateur du Futuroscope. Si on regarde bien, en fait, c'est pas du tout lui. Si vous grattez, vous vous rendrez compte que c'est pas lui. De la même manière que c'est pas lui qui a écrit un polar à l'époque, c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit pour lui. Donc Thierry Breton arrive à la tête de France Télécom en 2002. Lui, il va pas rester très longtemps, de 2002 à 2005. Mais il va continuer à faire beaucoup de dégâts. Et puis c'est lui qui va installer à la direction de l'entreprise 3 personnages qu'on va retrouver tout de suite après son départ. C'est lui qui va faire monter à la direction Didier Lombard. C'est lui qui va faire monter comme DRH Olivier Barbereau. Et c'est enfin lui qui va aller recruter à l'extérieur celui qu'on va appeler le cost killer, le chasseur de coups, celui qui gratte jusqu'à l'os pour que ça n'y ait plus de dépenses, Louis-Pierre Vénès. Voilà. Lui aussi, Thierry Breton, il aurait eu toute sa place au banc des accusés, puisque, incidemment, c'est quand même lui qui a mis en place les trois personnages principaux de cette histoire. Thierry Breton, il est tellement bien qu'il va être recruté au ministère de l'économie et des finances, sous Nicolas Sarkozy. Il va laisser la place à Didier Lombard, avec ses 2 bras droits. Moi, je dis 2 bras droits parce que dans le capitalisme, les bras gauches, ça n'existe pas. Il n'y a que des bras droits. Donc, Lombard va se faire accompagner par Louis-Pierre Vénès et Olivier Barbereau. Et là, ils vont lancer en 2006 2 plans. 2 plans qui sont la face pile et face d'une même pièce. C'est les plans Next et Act. Et ces plans Next et Act, ils ont un objectif très clair. À l'époque, France Télécom, c'est 130 000 salariés, essentiellement, en grande majorité, des fonctionnaires. Et l'objectif, c'est qu'entre 2006 et 2009, il y ait 22 000 départs. 130 000 salariés, 22 000 départs. C'est à peu près 20% à la louche. Imaginez une ville ou une agglomération dans laquelle il y aurait 130 000 habitants et dont on voudrait mettre dehors, en l'espace de 3 ans, 22 000 personnes. Vous voyez un petit peu ce que ça peut donner en termes de conséquences sur une ville. C'est pareil au sein d'une entreprise. Lorsqu'on fait ça d'une manière aussi brutale, lorsqu'on fait ça en plus sans même utiliser ce qui peut exister comme outil pour faire partir des salariés, ce qu'on appelle, avec un terme qui est absolument complètement antinomique, on appelle ça un plan social. Ça n'a jamais rien de social, mais en tout cas, ça permet au moins de dire les choses de manière claire et d'accompagner un petit peu les salariés en permettant un petit peu de protéger leurs droits. Là, pas du tout. Là, pas du tout. Il n'y a pas de plan social, il n'y a pas d'annonce et pas de
de système officiel mis en place, il n'y a pas d'association des organisations syndicales pour accompagner ces départs. Non, c'est fait d'une manière extrêmement brutale et dans un objectif très précis. Tous, ils vont parer... Ah, ça tombe derrière moi. C'est tombé. C'est un objectif très précis. C'est pas de solder la dette, parce que c'est ça qui est souvent mis en avant. C'est pas d'accompagner la concurrence qui est maintenant ouverte avec d'autres entreprises qui sont rentrées dans la téléphonie. Non, l'objectif, il est très clair. Il n'est pas dit, il n'est pas affirmé, mais l'objectif, c'est uniquement qu'il y ait de plus en plus de dividendes qui soient versés aux actionnaires. Et ça, on a un élément extrêmement précis qui le permet de le voir, c'est que dans la même période où les plans Act et Next vont avoir pour objectif de faire sortir 22 000 salariés de l'entreprise, dans cette même période de 3 ans, il y a 13,7 milliards de dividendes qui sont versés aux actionnaires. 13,7 milliards. Je pense que l'affaire France Télécom, ça peut se résumer à une simple équation. 22 000 salariés égale 13,7 milliards de dividendes. C'est à peu près la chose qu'on peut mettre. Sauf que cette petite équation, elle a des conséquences très concrètes et très réelles pour les salariés qui sont à l'intérieur de cette entreprise. Ce qui a déjà existé auparavant sous Michel Bon ou Thierry Breton, ça s'accélère, parce qu'il y a tout un tas de dispositifs qui sont mis en place pour conduire les salariés à quitter par la porte ou par la fenêtre, comme le dira Didier Lombard à la Maison de la Chimie, l'entreprise. Et donc, pour arriver à ça, il y a tout un tas de dispositifs pour harceler les salariés, leur demander pourquoi ils ne veulent pas partir, leur proposer des emplois dans la territoriale, dans le ministère des Finances, enfin, n'importe où, pourvu qu'ils s'en aillent, pour leur proposer de les accompagner dans un projet professionnel, pour devenir pizzaiolo, libraire ou je ne sais quoi. En tout cas, tout est mis en place pour que les salariés se barrent. Y compris en les harcelant par des coups de téléphone réguliers, par l'envoi systématique de mails leur proposant des postes, ou aussi en les mettant sur des métiers qui ne sont pas du tout les leurs, et en leur rendant la vie impossible au sein de l'entreprise. Je pourrais multiplier les exemples, je pense que dans le débat, il y en aura sûrement, puisqu'il y a des salariés de France Télécom ici qui pourront en parler mieux que moi. Mais voilà, ça va être des gens qui se retrouvent sur un centre d'appel alors qu'ils étaient lignards. Ça va être des gens qui se retrouvent qui étaient techniciens et qu'on met dans une boutique en leur disant qu'il faut qu'ils vendent et surtout pas qu'ils rendent service aux clients, parce que c'est plus des usagers, c'est des clients. Enfin, toute leur histoire professionnelle, tout ce qu'ils ont pu mettre dans l'intérieur de cette entreprise, qui a été une entreprise où ils étaient extrêmement engagés, où ils avaient amené le téléphone partout, il y avait eu le Minitel. Enfin, c'est une entreprise tout sauf pas moderne. C'est une entreprise dans laquelle il y avait de l'innovation, il y avait des gens compétents, etc. Tout ça, d'un seul coup, ça n'existe plus. Ce n'est plus que des gens dont il faut se débarrasser à tout prix. Et donc, on a en place un système qui broie les salariés. Devant ce système, il y a le syndicat Sud-PTT qui constate et voit, a essayé de mobiliser, essayer de créer de l'unité syndicale, essayer de créer de l'action pour essayer d'empêcher tout ça, puisque les équipes syndicales sur le terrain le voyaient, ils y étaient directement confrontés. Et elle a l'idée, début 2007, de mettre en place un outil qu'elle va proposer à l'ensemble des autres organisations syndicales. C'est l'outil Observatoire du stress et des mobilités forcées. L'Observatoire, c'est un outil où il y a à la fois des organisations syndicales. Malheureusement, il n'y en aura que 2. Il n'y a que la CGC qui acceptera de participer à la création de l'Observatoire. Il y a aussi des sociologues, des médecins, des experts. Et tous ces gens se mettent ensemble pour essayer d'objectiver au maximum ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise et pouvoir aussi le rendre visible à l'extérieur de l'entreprise pour pouvoir montrer exactement ce qui se passe. L'Observatoire, il est lancé en juin 2007 et il va tout de suite montrer son utilité. Il
va y avoir les assises de l'Observatoire, qui auront lieu en 2007, en 2008, en 2009, réunissant à chaque fois plusieurs centaines de salariés de France Télécom, notamment des militants syndicaux, ceux qui siègent souvent dans les CHSCT. Alors le CHSCT, ça aussi, ça n'existe plus, hein, c'est comme France Télécom. C'était le comité hygiène, sécurité des conditions de travail. C'était l'outil principal qui permettait aux représentants syndicaux d'agir et de mener des actions sur le terrain de la santé et des conditions de travail. Donc ces militants syndicaux se réunissent avec d'autres, hein, ceux qui sont délégués du personnel, ceux aussi qui sont dans les CE, des militants de base aussi. Ils échangent pendant ces assises avec des chercheuses, des chercheurs, comme Daniel Linard, dont tu parlais tout à l'heure, mais d'autres aussi. Et ils me permettent de faire connaître et de commencer à faire connaître ce qui se passe à l'intérieur de France Télécom à l'extérieur. Il commence à y avoir quelques articles. Il commence aussi à y avoir quelques journalistes qui s'intéressent à ce qui se passe, notamment le journaliste qu'on connaît bien, Yvan Duroy, qui quelques temps plus tard va faire un livre important sur ce qui s'est passé à France Télécom, qui s'appelle Orange stressé. Au fil du temps, ça commence à se savoir, ce qui se passe à France Télécom. L'Observatoire va être aussi, je dirais presque obligé, de mettre en place un système pour essayer de rendre visibles les suicides, parce que malheureusement, dans la même période, les suicides et les tentatives de suicide se multiplient. Et donc, ils vont faire le choix, au niveau de l'Observatoire, de relater les suicides, de les documenter, de faire un travail de fond pour montrer ces suicides et de communiquer autour de ces suicides. Cette communication, au fil des mois, elle s'accélère, parce que malheureusement, les suicides s'accélèrent, les tentatives de suicide s'accélèrent. Et pendant l'été 2009, quelques semaines après l'épisode des moules, qui a eu lieu à Lannion, si je me souviens bien, l'été 2009, juillet 2009, le 14 juillet, il y a le suicide de Michel de Paris à Marseille. Michel de Paris, son suicide, il a un effet détonateur, parce qu'il se suicide et en même temps, il laisse une lettre. Il laisse une lettre, elle n'est pas très longue, cette lettre. C'est une page recto-verso. Mais dans cette page recto-verso, il accuse nommément l'entreprise France Télécom d'être la seule responsable de son acte. Et ce suicide, il va avoir un effet déclencheur extrêmement important. D'un seul coup, les médias qui s'intéressaient un petit peu, comme ils savent si bien le faire, d'un seul coup, ils s'intéressent beaucoup. En plus, c'est l'été, donc il n'y a pas énormément d'actualité. Et donc, du coup, le projecteur va être mis presque aussi fort que celui qui nous éclaire sur ce qui se passe à France Télécom. Et malheureusement, pendant cet été-là, après le suicide de Michel de Paris, il y a d'autres suicides. Il y en avait avant, et après, ça ne s'arrête pas pour autant. Ça continue pendant l'été, et à chaque fois, la mobilisation naît. À chaque fois qu'il y a des suicides, les salariés de France Télécom se mobilisent autour. L'entreprise commence à sentir que le vent tourne et est obligée de communiquer sur le sujet. Communiquer très mal, hein. C'est à cette époque-là que Didier Lombard aura ce mot particulièrement honteux de mode des suicides, comme s'il pouvait y avoir une mode à se tuer. Pendant l'été, il y a une vraie crise sociale qui naît à l'intérieur de l'entreprise et qui devient visible. L'État, fin août, ne peut plus rester sans bouger. C'est lui qui est encore le principal actionnaire de France Télécom. Et donc, il va se dire il faut qu'on agisse, il faut qu'on fasse quelque chose, un peu contraint et forcé. Hein. Jusque-là, tout ce qui se passait ne le dérangeait pas, mais dès que ça se voit, il faut faire semblant au moins d'agir. Et donc, le directeur général du travail de l'époque va recevoir à la fin août les différentes organisations syndicales pour voir ce qui pourrait être initié. Et dès septembre, le directeur général du travail mandate une inspectrice du travail, Sylvie Catala, à temps plein, pour mener une enquête sur ce qui s'est passé à l'intérieur de France Télécom.
et il lui donne tous les moyens possibles pour pouvoir la mener. Dans le même temps, il y a une pression aussi sur la direction de l'entreprise, la gouvernance, comme on dit dans les milieux d'affaires. Et donc, comme toujours dans ces cas-là, il faut qu'il y ait un pion qui saute. Et c'est Louis-Pierre Vénès qui va sauter, puisque en plus, c'était celui qui venait pas directement de l'entreprise. Et comme en plus, il avait une tête de salaud, c'était beaucoup plus simple que ça soit lui. Et pour le remplacer et commencer à préparer la succession de Didier Lombard, on va aller chercher pas très loin, on va aller chercher dans le même sérail, on va aller chercher le directeur de cabinet de la ministre de l'économie d'alors, Christine Lagarde, encore quelqu'un qui est toujours dans le paysage. Hein. C'est marrant comme ça, il y a une récurrence de personnes dans ces affaires. Donc on va chercher Stéphane Richard, qui est toujours d'ailleurs le PDG d'Orange aujourd'hui, qui va arriver à la direction de l'entreprise à la fin du mois de septembre 2009, septembre-octobre, avec l'idée que dans les mois qui suivent, ils prennent la suite de Didier Lombard, qu'on va pousser doucement hein, quand même, faut pas le pousser trop fort, doucement vers la sortie. Dans le même temps, à l'intérieur de l'entreprise, les choses ne peuvent pas non plus rester en l'état. Donc la direction, sous la pression des ministères et de la Direction générale du travail, va réunir les organisations syndicales et proposer de faire une enquête avec un cabinet d'expertise agréé indépendant qui va faire une enquête. Ça va être ce qu'on va appeler l'enquête Technologia. Ces deux éléments, l'enquête Technologia, elle va commencer par un questionnaire qui va être envoyé à l'ensemble des salariés de France Télécom et qui va être rempli par des dizaines de milliers de salariés à une vitesse impressionnante, comme quoi ils avaient vraiment envie de s'exprimer et de parler. Cette enquête Technologia et le rapport de l'inspectrice du travail, Sylvie Quettala, ces deux documents, ils sont accablants sur les responsabilités de l'entreprise. Vraiment accablants. On le savait, ce n'était pas une surprise, mais lorsque les choses sont mises par écrit, lorsque les choses sont rassemblées, du coup, le paysage prend forme et on voit bien que ce qui s'est passé, c'est pas une suite de mauvais hasards, c'est pas une suite de malchance, c'est pas quelques mauvais managers qui auraient fait des choses ici ou là pas bien. Non, c'est un système d'entreprise qui a été mis en place. Et ce système d'entreprise, c'est lui qui est à l'origine des suicides, des tentatives de suicide et de tous ceux qui sont sortis broyés de cette machine infernale. Du coup, en décembre 2009, les camarades de la fédération Sud-PTT, avec l'avocat Jean-Paul Tessonnière et l'avocate Sylvie Topalov, et solidaires avec eux, pour les aider et les accompagner, vont déposer une plainte. Une plainte qui va être déposée sur 3 motifs. Le premier, c'est la mise en danger de la vie d'autrui. Le second, harcèlement moral institutionnel. Et le troisième motif, c'est homicide involontaire. Le rapport de Sylvie Quettala est versé suivant l'article 40 au procureur de la République. Elle aussi dénonce et qualifie les mêmes faits. Et donc le parquet n'aura pas d'autre possibilité que d'ouvrir une instruction et de nommer 2 juges d'instruction qui vont entamer un long travail avec énormément d'interrogatoires, de perquisitions, de saisies, d'auditions des principaux responsables, mais aussi d'auditions de nombreux salariés. Et au bout de 4 ans d'instruction, avec de nombreuses pièces, de nombreux documents, ils vont avoir à la fin une ordonnance de près de 700 pages qui renvoie devant le tribunal l'entreprise France Télécom, ces 3 ex-dirigeants comme coupables principaux, Louis-Pierre Vénès, Didier Lombard et Étienne Barbereau, et 4 autres cadres supérieurs qui ont participé à ce même système comme complices.
4 ans d'instruction, mais ça ne va pas s'arrêter là, parce que évidemment, une fois l'instruction close, ces gens qui ont les moyens vont utiliser tous les moyens dilatoires pour essayer de se sortir de ce procès en mettant en cause telle ou telle pièce, en mettant en cause telle ou telle manière de les interroger, telle ou telle option. Et donc, il va falloir attendre encore 6 ans, presque, avant que le procès puisse débuter. Le procès débutera donc sur la seule qualification de harcèlement moral institutionnel le 6 mai 2019. Décembre 2009, la plainte. Mai 2019, le début du procès. En première instance. L'histoire n'est pas encore finie. Donc ce procès, il est prévu pour durer extrêmement longtemps. 42 journées d'audience. 42 journées d'audience, souvent des audiences qui durent plusieurs heures. Elles ont lieu tous les jours de la semaine ou presque. Et nous, à Solidaire, on se dit comment on va faire pour pouvoir rendre compte de manière utile, intéressante et importante de ce procès qu'on considère, avant même qu'il ait débuté, comme un procès historique. On se creuse un petit peu les méninges au sein de la commission conditions de travail de Solidaire. Et souvent, le creuset collectif, il permet de trouver des idées, des bonnes idées. Et donc, on a eu l'idée de demander à des personnes, des personnalités, comme on dit, issues de plein d'endroits différents et de plein de métiers différents, de venir pour une journée d'audience, pour non pas nous raconter ligne par ligne tout ce qui s'est passé, mais donner leur point de vue de là où elles sont, de leur propre expérience, de leur propre vécu, de ce qu'elles auraient vu au tribunal pendant cette audience. Et donc on va se lancer dans cette entreprise au mois d'avril. Donc c'était un peu tard, il faut bien l'avouer. Et on commence à solliciter tout un tas de personnes. Alors, bon, le plus facile, c'est les sociologues. Ça, on en a plein sous la main, parce qu'on a travaillé de longue date avec eux et on les croise régulièrement. Et ils travaillent de longue date sur les questions de souffrance au travail et de conditions de travail. Mais on n'a pas envie d'avoir non plus que des sociologues. Parce qu'ils écrivent bien, mais des fois, c'est pas forcément exaltant. Donc on s'est dit, on va trouver aussi des plumes, des écrivains et des écrivaines et des écrivains de polar, des auteurs de théâtre, des poètes, des metteurs en scène de cinéma, des actrices ou des acteurs, des philosophes, des médecins du travail, des historiens, des avocats, des metteurs en scène de théâtre, un rescapé de l'antiterrorisme, une documentariste. Enfin voilà, on va essayer d'élargir le plus possible celles et ceux qui peuvent participer à la mise en lumière de ce qui se passe dans ce procès. Alors au début, je ne vous cache pas que sur les 42 journées d'audience, on était loin d'avoir quelqu'un pour chaque jour. On était même très très loin. Le deuxième jour, d'ailleurs, on n'avait personne. Le lundi soir, il n'y avait toujours personne. Heureusement, j'appelle Xavier Mathieu. Et Xavier Mathieu me dit, c'est pas de problème, je viens demain. Il est venu demain. Le lendemain, il a fait alors, il n'a pas fait un écrit parce qu'il n'aime pas écrire. Enfin, il pourrait très bien écrire, mais il n'aime pas. Et donc, il nous a fait une petite interview. Mais surtout, après, il nous a permis de contacter Stéphane Brisé, parce qu'il avait travaillé avec lui. Et du coup, Stéphane Brisé est venu aussi pour faire un compte-rendu d'audience. Et plus, en fait, il est venu après à plusieurs audiences. Il y en a beaucoup qui sont venus une fois et qui se sont pris au jeu entre guillemets, et qui sont revenus parce que voilà, ce qui se passait dans cette salle d'audience, ils trouvaient ça particulièrement important et fascinant. Et donc, au fil du compte, les choses se sont assemblées un peu de manière magique, et avec un collectif de gens qui ne se connaissaient pas, mais qui, au fil des plumes, au fil des journées d'audience, nous disaient, tiens, on pourrait contacter tel auteur, tiens, on pourrait contacter telle personne, tiens, on pourrait contacter tel ou tel. À tel point qu'au bout d'un moment, on avait même des gens qui venaient nous dire, mais je voudrais bien venir faire un compte-rendu d'audience. J'aimerais bien participer à ce projet. Et au final, on a eu des journées d'audience où on avait plusieurs
plusieurs plumes qui venaient. Il y en a plusieurs, il y a une dizaine de journées où il y a 2 plumes. Notamment, je parlais de celle de Stéphane Brisé. Le même jour où il y a Stéphane Brisé, metteur en scène de cinéma, le même jour, il y a aussi une chronique d'Emmanuel Doquès, un professeur de droit à Nanterre. Et c'est comme ça sur d'autres journées d'audience. Du coup, la même journée avec deux points de vue et deux vues différentes et des mots différents, une langue différente. C'est ça aussi qui était intéressant dans ce projet, c'est que l'idée de pouvoir avoir une multitude de langues qui disent ce qui se passait dans cette salle, l'idée c'était de montrer à quel point ce procès n'était pas un procès d'une société, France Télécom, c'était pas le procès des seuls dirigeants de France Télécom, c'était un procès qui avait une nature universelle. C'est un procès historique dans ce sens où il parle de ce qui se passe au travail, mais pas ce qui se passait au travail seulement à France Télécom, c'est ce qui se passe au travail dans énormément d'entreprises, dans énormément de lieux de travail. Et donc, c'était important qu'il puisse y avoir une chorale de voix différentes, de points de vue différents, qui montrent à quel point c'était de la même histoire et que c'était une histoire centrale dans celle que vivent les salariés depuis maintenant plusieurs dizaines d'années à France Télécom et ailleurs. Donc ces publications, on les a fait sur Internet, sur le site de Solidaire des questions de conditions de travail, la petite boîte à outils. On les publiait, on leur donnait des contraintes à tous ces gens. D'abord, ils sont tous venus bénévolement. Je leur payais juste un café à la pause, c'est tout. Et après, non seulement ils venaient bénévolement, ils passaient la journée au tribunal, parce que les audiences, elles commençaient en général à 13h30 et se terminaient vers 21h, avec une seule pause d'une petite demi-heure au milieu de la journée d'audience. Et après, ils devaient rendre leur copie de 10 000 signes maximum en moins de 48 heures. Puisqu'on avait l'idée de les publier comme ça, avec pas plus de 48 heures entre le moment de l'audience et la publication. Mais ils l'ont tous tenu. Ils ont tous tenu le délai des 48 heures. Ils ont tous fait sans souci ça. Les 10 000 signes, ça a été plus dur. Les sociologues, par exemple, ils ont eu quand même tendance à en faire beaucoup plus que 10 000. Mais bon, on essayait de discuter, on essayait de raboter un peu et ils finissaient par arriver à des choses un peu plus raisonnables. Parce que l'idée, c'était aussi que les gens à qui on envoyait ces chroniques, ils aient le temps de les lire et que ça soit accessible. Et au fil de temps, on diffusait ces chroniques. On s'est rendu compte que, d'abord, on voyait que les visites sur le site étaient de plus en plus nombreuses, qu'il y avait beaucoup de gens qui lisaient, qu'il y avait de plus en plus de gens qui s'abonnaient aussi pour pouvoir les recevoir directement dans leur boîte aux lettres électronique. Des gens, pareil, assez stupéfiants d'ailleurs. On a eu l'abonnement, par exemple, du père de la présidente du tribunal, qui s'est abonné pour recevoir les chroniques. Il nous a écrit en nous disant « Je suis le père de Cécile Louis Vaillant. J'ai entendu parler des chroniques, j'en ai vu une ou deux, et j'aimerais bien pouvoir les recevoir toutes dans ma boîte aux lettres. » On présume qu'il a dû les passer un peu à sa fille aussi, quand même. Et donc, on a eu tous ces gens. Et puis, on a eu des éditeurs qui nous ont contactés au mois de juin en nous disant mais là, ce que vous faites, c'est un vrai travail éditorial. Les textes ont une vraie qualité d'écriture. Il faut absolument qu'on puisse faire un livre à partir de tout ça. Et après la fin du procès, la mi-juillet, on a commencé à discuter avec les 3 maisons d'édition qui nous avaient contactés. Il y avait La Découverte, il y avait les éditions Sileps et les éditions de l'Atelier. Et les 3 nous ont présenté des projets de livres à partir des textes. Et puis c'est celui des éditions de l'Atelier qui nous a semblé le plus correspondre à l'idée de travail collectif qu'on avait voulu faire à travers ces chroniques. Donc on leur a dit, on va essayer. Mais du coup, il faut déjà avoir l'accord de tous les auteurs. Donc on s'est retourné vers les auteurs, les 50 et quelques auteurs, pour leur demander s'ils étaient d'accord pour qu'on publie leur texte, si ça ne les dérangeait pas. Là, on a été très agréablement surpris. En moins de 48 heures, ils avaient tous dit oui, sans exception.
De la même manière, après, quand on a continué à travailler sur les textes, on a un peu martyrisé leurs textes, parce qu'évidemment, un livre, c'est pas la même chose qu'une chronique publiée sur Internet. Il fallait reprendre les textes, essayer d'enlever tout ce qui était redit, parce que d'un texte à l'autre, il y avait des fois des choses qui étaient un peu répétitives. Donc on a retravaillé sur les textes, on a certains qu'on a réduits, d'autres qu'on a retravaillé avec les auteurs. Là aussi, ils ont été formidables. Ils ont accepté, ils ont suivi un rythme un petit peu infernal, parce que l'idée, pour nous, c'était de le sortir un an après le procès. On pensait le sortir au mois d'avril de cette année. Donc il fallait aller vite. Ils ont accepté tout ça. Et ils ont été plus loin, puisque aussi on leur a proposé, parce que ça nous semblait une évidence quand on a réfléchi à ça, l'éditeur nous a dit, mais qu'est-ce qu'on fait des droits d'auteur ? On a dit, mais les droits d'auteur, on ne peut pas les prendre, nous, déjà, ça serait indécent. Et on a proposé aux auteurs et à l'éditeur que l'ensemble des droits d'auteur de ce livre soit reversé intégralement à des associations de défense des victimes du travail, aussi bien ASD Pro, l'association qui était d'ailleurs partie civile dans le procès France Télécom, que l'association Andeva ou la fondation Henri Pezra, enfin des associations qui depuis longtemps travaillent et œuvrent pour permettre qu'il y ait des outils et des procès et des condamnations. Là aussi, ça a été très rapide, ils ont tout de suite accepté, et ça a permis que ce livre voit aujourd'hui le jour. Bon, il est né dans une période particulière, puisque, comme je le disais, il devait sortir au mois d'avril. Avec le confinement, toutes les maisons d'édition ont arrêté leur publication. On a eu peur un instant qu'ils disparaissent, comme beaucoup de livres qui ont disparu dans cette période. Il y a beaucoup de livres qui ne sont pas sortis, qui ne sortiront jamais, qui sont restés, qui sont morts de ce confinement. Lui, il a eu la chance de pouvoir sortir. Il est sorti au mois de juin. Bon, c'était pas forcément non plus une période évidente, mais il a commencé à trouver son public. Et du coup, on commence depuis juillet à essayer de faire comme là on fait ce soir, des moments d'échange autour du livre, des moments de discussion, parce que ce livre, il pose plusieurs, il pose plusieurs enjeux. J'en ai parlé avec la diversité des points de vue. Il pose la question de la langue managériale, mais aussi quelle langue commune nous on a pour répondre à cette langue managériale, parce que c'est ça aussi qui est important. Il faut arriver à trouver une langue qui soit commune pour pouvoir porter des choses ensemble, comme ça a été le cas dans ce procès. Parce que j'ai oublié de le dire, ce qui était important aussi dans ce procès, c'est qu'au début, c'était une plainte de Sud PTT seule, mais à la fin, toutes les organisations syndicales de France Télécom étaient parties civiles et sont restées unies du début à la fin du procès. Et ça a été un élément extrêmement important. Le deuxième élément, c'est le caractère universel de ce procès. Et ça, on mesure mal à quel point ce caractère universel est important. Au mois de janvier, j'étais invité par un institut de la santé au travail, l'ETUI, qui se trouve à Bruxelles, pour présenter le procès et son résultat et comment il avait eu lieu et ce qui s'était passé à des syndicalistes européens de tous les pays européens, y compris ceux où on pense que le syndicalisme n'est pas très vivace. Et tous, ils connaissaient ce procès et ils étaient enthousiastes à ce qui avait été fait et ils voulaient essayer de pouvoir mettre en place des choses comme celles qu'on avait fait. Parce que bien évidemment, c'est pas franco-français ce qui s'est passé à France Télécom. Ça dépasse aussi les frontières et dans d'autres entreprises, il y a aussi les mêmes modes d'organisation. Troisième élément qui est vraiment important sur ce livre aussi, c'est qu'il a permis de mettre en place un collectif informel. Tous ces auteurs qui ne se connaissent pas, qui pour l'instant n'ont pas encore pu se rencontrer, puisqu'on avait prévu de faire une fête de sortie du livre au mois d'avril et de permettre à tous les auteurs de se rencontrer pour celles et ceux qui ne se connaissaient pas. Du coup, on ne l'a pas encore faite.
On l'a programmé pour le 12 décembre, mais bon, je ne sais pas, parce qu'on n'imagine pas la faire en visioconférence. Hein. Pas un instant. Enfin, je veux dire, si on fait cette rencontre, ça sera dans une pièce et en se voyant comme on le fait là, avec des masques s'il le faut, enfin voilà, mais en restant à 2 mètres s'il le faut, pas de souci, mais on veut être ensemble. Et ils ont envie d'être ensemble, parce que ce collectif, il est informel, mais en même temps, il continue à vivre. Et il se perpétue, parce qu'il y a d'autres livres qui sont nés de ça. Je vous recommande, et ça fait un peu écho à ce que je disais sur la langue, un livre d'une auteure qui s'appelle Sandra Lucbert. Le livre s'appelle « Personne ne sort les fusils ». Il est paru aux éditions du Seuil. C'est un tout petit ouvrage. Elle a fait partie de celles et ceux qui sont venus pour faire un compte-rendu d'audience. Mais le hasard de la vie a fait que ça n'a pas pu se faire. Mais par contre, le fait qu'elle soit venue à 2 audiences a donné lieu à ce livre. Et franchement, c'est très bien qu'elle ait fait ce livre, parce qu'il va il dit autre chose, et il le dit d'une manière différente et d'une manière très forte sur cette question de la langue managériale. Vraiment, je vous recommande ce livre. Il m'a fait le même effet que le livre de Joseph Pontus, À la ligne, dont on parlait tout à l'heure avec Serge. C'est vraiment un livre essentiel, je pense. Et puis le dernier point, c'est que ce procès, on sait que c'est pas la fin, puisque la plupart des condamnés ont fait appel, à part la société France Télécom. Donc l'histoire va continuer, il y aura un procès en appel. Je pense, et je ne crois pas beaucoup me tromper, que s'ils sont condamnés à un appel, et ils seront condamnés à un appel parce que le dossier est accablant. Enfin, je veux dire, ils n'ont aucune chance de s'en sortir. Donc ils vont être condamnés en appel, donc ils iront en cassation. En cassation, s'ils perdent, je pense qu'ils iront à la Cour européenne des droits de l'homme. Enfin, ils continueront jusqu'à ce qu'ils puissent. Mais au final, à chaque fois, ça renforcera la jurisprudence, ça renforcera ce qui a déjà été gagné. La seule chose qu'ils vont gagner, c'est un peu de temps. Mais par contre, nous, on peut commencer déjà à utiliser tout ce qui a été acquis à travers ce procès. La force collective, le fait de pouvoir construire quelque chose dans le temps et de ne pas lâcher l'affaire. 10 ans quand même. 10 ans. Et je pense que notamment des camarades comme Patrick Ackerman ont permis, mais pas que lui, mais entre autres, je pense, ont permis que ça puisse, d'avoir des avocats comme Jean-Paul Tessonnière et Sylvie Topalov qui ont permis de porter haut ce procès. Et puis, voilà, ils ont été condamnés pour harcèlement moral institutionnel. Ils ont été condamnés à une peine que tout le monde pourra s'accorder à dire qu'elle est dérisoire par rapport à la gravité des faits. Elle est dérisoire, mais c'était déjà, on le savait déjà. Le maximum qu'ils encouraient, c'était 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Ils ont eu le maximum. Mais ce maximum-là, c'est rien. Quand, pour la famille de Rémi Louvradou, qui s'est immolé par le feu à Bordeaux, et qui était là aux audiences, ça ne représente rien. Ça ne peut jamais rien représenter. La condamnation en tant que telle, sur le fond, elle ne fait rien. Par contre, ce qui a été dit, et ce qui a été affirmé par le tribunal, et c'est ce que disait Jean-Paul Tessonnière dans sa plaidoirie, c'est qu'il a prononcé un interdit. Et cet interdit, c'est ça qui est essentiel dans ce procès, c'est qu'il a affirmé qu'une forme d'organisation dans une entreprise capitaliste pouvait être interdite. Par rapport à ce système qui considère que tout ce qui se passe à l'intérieur des entreprises n'est du ressort que des entreprises et qu'il n'y a que ça qui peut être fait, le fait qu'il y ait un tribunal correctionnel qui affirme qu'un système d'organisation soit interdit, c'est un point d'appui important pour les luttes que nous menons contre le capitalisme. Ce n'est pas la chose essentielle, évidemment. Ce n'est pas comme ça qu'on renversera la table, mais ça participe. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça participe à combattre l'individualisation qui a été mise en place depuis des années, qui fait que chacun et chacune dans son coin pense être coupable de la manière dont il fait son travail. Non, on n'est pas coupable de la manière dont on fait son travail. C'est le système qui nous impose de mal faire notre travail, d'être malheureux à notre travail, de subir et de souffrir au travail. Et donc, en mettant en lumière le fait que c'est des organisations et pas les personnes qui en sont responsables, ce jugement, il permet aussi à beaucoup de salariés
de retrouver peut-être, en tout cas je l'espère, le chemin de la lutte. Voilà, j'ai déjà été très long pour ma présentation. En plus, j'avais prévu de la couper avec des lectures et je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit que sinon on n'aurait pas le temps. Voilà, je vais m'arrêter là. Non, je pense que c'était pas trop long. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, tu vois, déjà les applaudissements.